Mesdames et Messieurs, représentants des pouvoirs publics, tout protocole respecté. Distingués collègues, membres du panel, Mesdames et Messieurs, chers amis, à mon tour, je souhaite remercier l'École d'administration publique de Catalogne et sa directrice, Madame de Veilly, de m'avoir invité à participer à cette conférence internationale qui marque le centenaire d'une institution qui a su traverser les ans et les âges pour donner à la Catalogne un point de repère pour la construction de son administration publique. Nous l'avons entendu hier dans l'exposé de notre collègue, le professeur Cuyas, lors de l'acte de commémoration. L'École catalane d'administration publique a été pensée dès le début de la structuration du gouvernement autonome catalan. Et nous le verrons, cela n'a pas été sans me rappeler en partie notre propre expérience au Québec. C'est dire l'importance de l'administration publique dans la structuration de nos sociétés et de nos collectivités. À l'heure des grands individualismes, au moment où la virtualisation tend à remplacer le contact humain, en ces jours où les générations du chacun pour soi commencent à influencer nos décisions et nos choix sociaux, il est important de nous rappeler l'importance que jouent nos institutions dans notre vie, dans notre choix de vivre ensemble collectif et dans l'élaboration de nos sociétés, de nos cultures et de notre histoire. Et en ce sens, il n'est pas sans importance de nous remémorer que l'organisation de l'État en vue de mieux répondre aux besoins de la collectivité est l'une des plus anciennes activités humaines. On pourrait même dire qu'administration publique et histoire, avec un grand H, se rejoignent puisque l'écriture qui marque les débuts de l'histoire a d'abord été utilisée par des scribes royaux pour dresser les inventaires publics et procéder à un suivi des opérations de gestion que la sédentarisation des populations venait de complexifier. Depuis, l'État a été repensé et à chaque époque, à chaque grande époque, l'administration publique était présente, intimement liée à l'évolution de nos civilisations. En tant qu'administrateurs publics, nous nous inscrivons donc dans les tournants historiques et les développements de nos sociétés, ce qui est en soi un défi fort important. Et lorsque nous acceptons de former les administrateurs publics de demain, ce que nous faisons tous, ce défi est encore plus grand parce que nous nous engageons envers les générations futures. Nous nous engageons dans la construction de ce qui sera notre devenir collectif. Dans cette optique, marquer le centenaire d'une institution qui a fait sienne cette émission est un grand moment que vous deviez de célébrer. Je salue l'initiative de Madame la directrice qui a compris l'importance de cet événement et dès son arrivée en poste, elle a mis en œuvre la reconnaissance que par son gouvernement et ses artisans, le peuple catalan a rendue à votre école. C'est donc un honneur pour moi d'être associé à ces célébrations commémoratives et d'avoir le privilège de m'entretenir et surtout de réfléchir avec vous tous et vous tous sur les différentes perspectives internationales de l'avenir du secteur public. Je vais brosser un tableau très rapide de ma présentation qui sera fait en 3 temps. Tout d'abord, voir quels sont les grands jalons qui caractérisent le système politico-administratif au Québec pour bien comprendre comment fonctionne l'administration publique québécoise. Un deuxième moment nous amènera à considérer les défis de l'administration publique au Québec et finalement la contribution que l'institution que j'ai accepté de diriger il y a tout juste 1 an peut faire pour apporter des réponses à ces défis. Donc, dans un premier temps, si on regarde le système politico-administratif, pour bien comprendre où se situe l'administration publique québécoise, il est important de se placer dans le contexte dans lequel elle évolue. Et on s'aperçoit qu'il faut immédiatement situer nos institutions dans la tradition britannique de Whitehall et de Westminster. Il s'agit d'un système parlementaire où le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont fusionnés. Et comme le veut la pratique britannique, la fonction administrative qui est associée au pouvoir exécutif conserve une indépendance assez forte, quoique relative, parce que elle est au service de la population et des représentants élus de la population, cela va de soi. Les très hauts fonctionnaires sont nommés par le Conseil des ministres, mais l'ensemble des fonctionnaires, et même parmi les très hauts fonctionnaires, plusieurs de ceux-ci sont issus de concours qui sont assez normés et non du spoil system comme on pourrait voir aux États-Unis. Nous n'avons pas chez nous de changement massif d'administrateurs publics au lendemain des élections.
Notre système est complété par des tribunaux, dont certains tribunaux administratifs et une Cour constitutionnelle, la Cour suprême, qui sont là pour arbitrer les litiges entre les citoyens et le gouvernement. Notre compréhension ne saurait être complète si nous ne considérons pas, la Constitution canadienne qui définit l'organisation gouvernementale. Au Québec, nous sommes en présence d'une fédération qui, différemment à l'Allemagne, les provinces, les Länder allemands, les provinces chez nous, n'ont pas de représentation formelle à l'intérieur du gouvernement fédéral. Notre Sénat, ce n'est pas votre Bundesrat. C'est très différent. La Constitution est écrite, mais il y a de larges pans qui sont associés à la pratique, qui relèvent de conventions. La Constitution répartit les pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces, de sorte que l'administration publique québécoise a son propre champ de juridiction dans lequel elle peut intervenir, nonobstant toute autre considération du gouvernement fédéral, en principe. Mais il existe une pratique constitutionnelle qu'on appelle le pouvoir de dépenser, qui permet au gouvernement fédéral canadien d'intervenir dans certains champs de juridiction des provinces, ce qui en soi pose un certain défi aux administrations publiques. Dans cet arrangement, les municipalités n'ont aucun statut formel, aucun statut constitutionnel, et elles doivent leur existence aux lois provinciales desquelles elles dépendent entièrement. Parmi les conventions constitutionnelles les plus importantes, on compte la définition du rôle du premier ministre. On compte aussi le concept de gouvernement responsable, c'est-à-dire que le gouvernement doit jouir de l'appui de la majorité dans la Chambre des élus. Au Québec, nous avons un système monocaméral, donc c'est l'Assemblée nationale qui décide si le gouvernement se maintient au pouvoir ou non. La chose est facilitée par le fait que, à toute fin pratique, nous travaillons dans un système bipartite qui est modelé de temps à autre par des tiers partis qui viennent s'immiscer et dont l'influence peut se faire sentir lors de la composition des gouvernements minoritaires. Ce qui n'est pas très fréquent au niveau du Québec, plus fréquent au niveau fédéral. Les élections sont appelées à peu près aux 4 ans, mais chose certaine, à l'intérieur d'un mandat de 5 ans qui est donné au premier ministre, et c'est la responsabilité du premier ministre d'appeler au peuple. C'est cet appareil politique à la tête duquel se trouve le Conseil des ministres, qui, je le rappelle, est composé de législateurs élus, qui chapeautent l'administration publique québécoise. Vous avez au tableau quelques dates qui marquent les différents grands jalons de l'administration publique québécoise. En gros, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, c'est à ce moment-là que se structurent véritablement les premiers éléments d'administration publique concrets. Mais il faut attendre 1960, la Révolution tranquille, pour avoir une administration publique beaucoup plus marquée, beaucoup plus articulée. Cette révolution tranquille menée par le gouvernement de Jean Lesage s'est donc implantée en 1960 et s'est achevée au début des années 80. La structuration du Québec contemporain, notamment le passage des services de santé, des services sociaux, de l'éducation, est passé des mains des communautés religieuses, qui étaient les principaux prestataires de services à l'époque, à celles du secteur public. Aujourd'hui, ces secteurs, éducation, santé, services sociaux, représentent l'essentiel de l'action gouvernementale sur le territoire québécois. Nous avons traversé les années 80 et 90 en nous imprégnant de ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, le nouveau management public, ce qui a été favorisé notamment par la présence de gouvernements plus de droite, autant à Québec qu'à Ottawa, et surtout par la proximité du géant américain qui avait épousé cette voie du New Management Public. Et ça s'est articulé autour de 2 traités de libre-échange signés en 1988 et en 1994. L'aube des années 2000 allait nous amener vers une série de politiques d'austérité qui ne sont pas toujours bien reçues par la population. C'est encore difficile aujourd'hui parce que les gens, les groupes surtout, voient leurs intérêts menacés.
Certaines réformes ont été draconiennes, dont celles touchant le secteur de la santé, et leurs effets se font encore ressentir aujourd'hui, notamment sur la disponibilité des médecins et des infirmières. Ces politiques ont toutefois permis de traverser les récents soubresauts économiques non sans heurts, mais en bénéficiant d'une marge de manœuvre dont il aurait été autrement tout à fait impossible de tirer parti. Nous avons donc abordé chacune de ces réformes de façon pragmatique. Nous sommes aujourd'hui en phase d'apprivoiser le courant de la gouvernance, la gestion par résultat et tout ce qu'il apporte. Nous avons pu ainsi relever le défi de bâtir un État et une société pacifique, juste, prospère, au sein d'une économie de marché, d'une démocratie pleinement fonctionnelle. Et au lieu de voir la relation entre la croissance économique et l'équité comme un inévitable quiproquo, le Québec a réussi à combiner la croissance et l'équité, ce qui en soi était un grand défi. La solidarité, en fait, est sans aucun doute une marque distinctive de notre société et aujourd'hui, elle est même un levier essentiel pour notre croissance économique. Si on regarde quelques statistiques au niveau des effectifs, on voit que l'essentiel des personnes qui travaillent pour l'administration publique du Québec se retrouvent dans les réseaux. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les réseaux de santé, les réseaux de l'éducation, secteur municipal compris. Ça fait à peu près 75% des 400 quelques mille personnes qui travaillent dans le secteur public au Québec. Si on parle de la fonction publique, les gens qui travaillent dans les ministères, c'est à peine 70 000 personnes. Alors, vous voyez la répartition avec tout ce que ça peut représenter comme défi administratif. Ces défis sont de trois ordres essentiellement. Vous comprendrez qu'en quelques minutes, on ne peut pas entrer dans l'ensemble des questions qui posent des problèmes aux administrations publiques. Mais je décrirai ces défis à partir de trois grandes familles, les défis liés à la démographie, ceux à l'économie et ceux à la mondialisation. Tout d'abord, je vais commencer par les défis démographiques qui sont probablement ceux qui sont les plus enracinés parce qu'ils touchent une dimension structurelle et non pas une dimension conjoncturelle. En gros, ici, on parle de gestion des ressources humaines à l'intérieur même du secteur public. La nécessité de trouver un modèle offrant plus de marge, plus de flexibilité dans le recrutement et la gestion du personnel. Un nombre très important d'administrateurs publics prendront leur retraite au cours des prochaines années et les remplacer sera en soi un grand défi. Tout d'abord parce qu'au Québec, un peu comme en France, nous avons choisi de remplacer une personne sur deux qui partait à la retraite. Donc, une compression effective du nombre de personnes œuvrant dans l'administration publique. Mais ensuite, pour la génération montante, le choix d'un emploi se fait maintenant en fonction du défi professionnel, de la qualité de vie qu'on peut offrir. Et pour ce faire, il faut d'abord combattre la dévalorisation des emplois du secteur public, un secteur qui est pas très bien vu, surtout par rapport à ce que peut offrir le secteur privé. Et il faut aussi accroître la fierté d'appartenance des fonctionnaires en regard du service public. Donc, il faut attirer des personnes talentueuses, des personnes représentatives de la diversité démographique dans l'appareil de l'État, mais il faut aussi les fidéliser à long terme. Et pour retenir les ressources les plus prometteuses, il faut leur offrir les occasions de développer leurs talents à l'intérieur des organisations et de leur permettre de relever de véritables défis. La semaine dernière, j'assistais à une présentation du secrétaire du Conseil du Trésor du gouvernement québécois, présentation d'une nouvelle politique sur la gestion des ressources humaines, une politique qui évolue autour de trois axes, qui a une quinzaine d'objectifs, mais qui surtout cherche à animer des valeurs de compétence, d'intégrité, d'impartialité, de loyauté et de respect. Les administrateurs publics devront aussi considérer les exigences que vont imposer les courbes démographiques. La tendance forte est que le gouvernement disposera de moins de revenus pour assurer des services plus coûteux. La population plus âgée sera demanderesse de services, mais en contrepartie, il y aura une forte pression à cause de la diminution des ressources fiscales associées aux revenus de retraite.